En cette période de confinement, nous sommes tous impactés par le Covid-19, mais certains d'entre nous plus que d'autres. Les personnes à la santé fragile, bien évidemment, mais également les personnes en situation de fragilité sociale. Alors que les rues se vident, des milliers de personnes se retrouvent coupées du monde, et si le risque de contracter le coronavirus est déjà une question majeure, leur situation sociale est-elle parfois alarmante? Et les questions sont nombreuses. Comment se nourrir? Comment s'informer? Comment se confiner? Comment se loger? Comment se faire dépister? Et comment se faire soigner si l'on est malade du Covid-19 dans un contexte de crise sanitaire historique. Face à cette situation alarmante, une enveloppe d'urgence de 65 millions d'euros a été investie par l'État. La fin de la trêve hivernale et de la campagne hivernale ont été reportées au 31 mai 2020. Un numéro vert gratuit a été mis en place pour aider les personnes sans abri à se faire dépister et à être prises en charge. Enfin, on estime à plus de 172 000 personnes qui sont hébergées dans tout le pays, alors que l'État a réquisitionné 7 800 places d'hôtels supplémentaires le 4 avril pour les accueillir. Dans ce contexte, le rôle des associations et des collectivités locales est essentiel pour venir en aide au plus grand nombre. 73 centres d'aide ont été ouverts dans tout le pays pour accueillir, mais surtout traiter médicalement, les personnes sans abri atteintes du Covid-19. Je vous donne rendez-vous dans le sud de Paris, dans l'un de ces centres très précisément, où l'association Aurore accueille, héberge et aide les personnes sans abri atteintes du Covid-19, ainsi que leurs familles. On voit bien que l'épidémie accentue la précarité. Ces personnes que nous accueillons présentent à la fois évidemment des symptômes du Covid, mais surtout beaucoup d'autres pathologies liées à leur parcours. Et donc ce site a été réarmé en mars, début mars, en un centre Covid pour femmes et familles sans abri. Donc j'ai dû remonter une équipe, remobiliser et on a eu, et je les en remercie, une équipe de volontaires de l'association Aurore qui s'est mobilisée. Et donc depuis, nous accueillons les personnes malades avec une équipe médicale de la DAZES, donc de Ville de Paris. Le public le plus précaire et surtout le public sans domicile est frappé par cette maladie, évidemment, mais surtout la précarité sociale est un facteur aggravant, notamment pour l'accès aux soins. Et donc ces personnes que nous accueillons présentent à la fois, évidemment, des symptômes du Covid, mais surtout beaucoup d'autres pathologies liées à leur parcours, et aussi beaucoup de problèmes psy. Et donc le sujet, c'est qu'en 15 jours, il faut qu'on trouve des solutions. Donc on fait de l'urgence dans l'urgence, et c'est là où la coordination avec l'équipe médicale, donc c'est aussi nouveau pour nous, dans l'urgence, de pouvoir travailler avec une équipe médicale et donc de trouver la meilleure coordination possible pour accompagner ces personnes et leur trouver un logement adapté. Je dis bien logement ou hébergement adapté. On ne peut évidemment pas remettre ces personnes, une fois guéries, à la rue. En fait, le dispositif par rapport au Covid, il est sur deux aspects. On est un centre de desserrement, c'est-à-dire qu'avec Aurore, on va héberger des personnes et on va suivre d'un point de vue médical des personnes qui ont été testées positives, confirmées. Ils sont logés, nourris et puis il y a un suivi médical. Avec tout un tas de problématiques. On sait qu'on a des familles, des femmes seules, pas mal de migrantes, mais aussi des personnes qui commencent à arriver des centres ADOMA notamment, ces fameux centres pour travailleurs pauvres, avec des personnes âgées qui ont des polypathologies, plusieurs maladies. Donc il faut assurer le suivi de l'état Covid, mais aussi la continuité des soins, assurer tout ce qui relève aussi de la prise en charge psychologique pour des personnes qui sont affectées soit par les violences de la migration, soit par les violences en lien avec la vie dans la précarité ici. Et puis ce dispositif, c'est aussi un dispositif SAS, c'est-à-dire qu'on va recevoir des patients, encore une fois des CHU, des CHRS, des hôpitaux ou autres, qui ont des symptômes qui sont suspects, à qui on a fait des prélèvements ou pas, et dont on attend les résultats. Donc évidemment, avec l'équipe de SIEM, on a sectorisé ces personnes, entre ceux qui sont Covid plus confirmés et ceux qui sont en attente. On peut faire des tests ici aussi, parce que, bien évidemment, un des enjeux majeurs de santé publique dans le dispositif, c'est qu'on ne soit pas comme à l'hôpital ou dans une salle de consultation de médecine générale, un lieu d'amplification de l'épidémie. Donc on ne veut pas que les gens se contaminent entre eux. Les personnes sont confinées dans leur chambre, ne sortent pas,
de leur chambre. Donc en fait, c'est assez particulier pour moi, puis c'est la première fois que je dirige un centre où il n'y a personne dans les couloirs, en tout cas durant la journée et la nuit. On est dans la partie là qui est réservée à l'équipe médicale et aux travailleurs sociaux. Donc les personnes restent 15 jours maximum en fonction de la situation de sortie possible, hébergement ou sans hébergement. Et donc ça tourne beaucoup. Donc aujourd'hui on est à 25. Et donc là vous avez une idée de la taille du bâtiment. Donc il y a plusieurs étages et on a un SAS qui est au rez-de-chaussée. Il y a des équipes de puéricultrices et de sages-femmes qui viennent régulièrement aussi, sont des partenaires d'intervention pour suivre les femmes enceintes notamment et les nourrissons. On a une équipe de psychiatres avec le docteur Mercuel qui est aussi assez spécialisé sur des questions de psychiatrie de rue ou de précarité, et puis on peut s'appuyer sur un centre de santé de proximité pour tout ce qui relève des labos et tests pour les PCR, et on peut s'appuyer aussi sur le centre de santé sexuelle de la ville de Paris. Rien qu'à Paris, on estime le nombre de personnes sans abri à plus de 3550, et parmi elles, 12% de femmes. Une population doublement victime de la situation sanitaire actuelle, d'un côté face à des risques médicaux considérables bien sûr, mais de l'autre face à un manque de protection et des situations sociales parfois dramatiques. Elles sont touchées parce que femmes de manière générale et le mouvement MeToo et d'autres mouvements d'ailleurs portés par des individus, par des femmes qui ont dénoncé la situation dans l'espace public, du harcèlement, dans l'espace privé concernant les violences faites aux femmes. Évidemment que ce contexte de confinement, nous l'avons vu, génère une augmentation du nombre de situations, en tout cas plus visibles, de violences intrafamiliales. Mais reste que dans l'espace public, celles qui ne peuvent pas se confiner, celles qui n'ont pas accès aux soins, parce qu'il faut quand même rappeler que toutes ces populations, pendant des années, on a quand même tout fait dans notre pays pour les éloigner de l'accès aux soins. Et c'est triste à le dire parce qu'on se rend compte aujourd'hui de la catastrophe que c'est, de reprendre la main là-dessus et quand on a perdu la notion et cette capacité d'aller vers un généraliste, d'aller vers les hôpitaux, c'est compliqué aussi de pouvoir identifier les personnes, en tout cas que les personnes puissent se dire là je suis malade et je dois aller vers. C'est très compliqué pour ces populations. Et pour les femmes victimes de violences, l'espace public vidé de ses citoyens, Gare du Nord, je pense à Gare du Nord parce qu'on a reçu une femme qui a été victime d'un viol à Gare du Nord, qui était en errance, et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux pour moi en tant que femme, mais c'est extrêmement dangereux pour les femmes aujourd'hui qui sont en errance et qui font tout pour être invisibles. Il y en a qui sont dans les parkings, mais pour beaucoup d'entre elles, elles essayent aussi de faire la manche pour trouver à manger. Et c'est là où elles tombent sur les prédateurs et c'est là où elles sont malheureusement agressées. Donc je crois qu'il faut impérativement, évidemment, les prendre en charge et sur l'aspect santé, mais il y a le sujet de la mise à l'abri de ces femmes. Et j'espère que, évidemment, dans ce contexte, il y a eu la mise en place de places d'hébergement d'urgence. Il en faudrait d'ailleurs beaucoup plus sur le territoire. Donc ça, c'est important. Mais pour justement aborder la question des femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales, que j'espère on ne découvre pas, mais pour autant, toutes ces femmes qui sont à la rue aujourd'hui et qui viennent d'ailleurs parfois de migration avec leurs enfants, qui sont sans situation d'hébergement, il faut vraiment qu'on fasse un effort pour les mettre à l'abri de manière plus pérenne sur l'ensemble du territoire. On a des femmes qui ont été violées pendant la migration, qui ont des grossesses découvertes avec parfois des statuts sérologiques, VIH ou autres, bref, qui ont vécu des violences terribles. Elles ont besoin d'être accompagnées sur cette prise en charge médicale, voire psychologique. Ça fait partie aussi du package de prise en charge globale. On s'intéresse aux patients et aux patientes dans leur globalité, que ce soit d'un point de vue médical et d'un point de vue social. Alors nous sommes dans la salle de réunion de l'équipe sociale et ici on essaye à la fois de brainstormer, c'est-à-dire autour, le travail social, je vais dire des basiques, mais on travaille autour de la personne. Donc ce qui est très important, c'est de pouvoir comprendre le parcours de ces personnes-là, parce que la solution, elle vient d'abord d'elles, mais surtout notre compréhension de ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait une continuité et qu'il n'y ait pas de rupture dans le parcours. Si vous voulez, notre travail déjà, c'est que ce soit le matin ou l'après-midi, on fait le tour de toutes les personnes qui sont arrivées ou qui sont déjà présentes, pour déjà simplement faire un petit bonjour, savoir comment ils ont passé la nuit, même si on a les comptes rendus des veilleurs et de l'aide-soignante le soir. Après, on essaye de voir où en est leur situation, après médicale évidemment, sortante, pas sortante, prendre un petit peu
leur situation globale. Et après, généralement ici, on fait une réunion avec les équipes éducatives et puis l'équipe cadre pour savoir où en est la situation de la personne. C'est elle qui est... C'est bon? Ah bah écoute, c'est bon, non? C'est bon? Ouais. On va voir. Il va encore. Aussi, il faut d'abord Super. désinfecter, D'accord. comme ça, avant de porter les poubelles. C'est comme ça. C'est comme ça. Ne pas le toucher. C'est comme ça, désinfecter tout. Faites tout le tour de toutes les chambres, c'est un peu difficile. Ouais. Mais on s'y fait avec. Aussi, on va rentrer dans le poste de soins. Ici, on est au premier étage. Donc, c'est plutôt les patients qui sont confirmés positifs. Donc là, on est dans une des 3 infirmeries du bâtiment. Donc là, c'est un petit peu notre QG. C'est là qu'on stocke nous les médicaments, qu'on fait les transmissions, qu'on tient à jour les dossiers des patients. Donc voilà, c'est ici un petit peu que tout se passe au niveau médical. C'est là que les prescriptions sont faites pour les patients quand il y en a besoin. C'est là qu'on a aussi tous les traitements d'urgence si jamais des personnes décompensent, ce qui peut arriver, voilà, ce qu'on garde à l'esprit parce que dans le contexte du Covid-19. Et après, voilà, s'il y a des traitements à donner ou s'il y a des pathologies déjà présentes en dehors du Covid-19, ce qui est souvent le cas pour ces publics-là précaires, de faire suivre tout simplement, de donner une continuité, voire de mettre en place des choses. C'est vrai qu'en termes de matériel, nous, ce qui nous sert tout le temps, étant donné la caractéristique du Covid-19 et les symptômes les plus graves qui sont la température, enfin la fièvre et la détresse respiratoire, on a un oxymètre de pouls, ce qui permet de savoir à peu près le taux d'oxygène dans le sang des personnes. On a évidemment de quoi prendre la température. Après, on a aussi un appareil à tension. Voilà. Après, nous, effectivement, on doit se protéger chaque jour parce qu'on est en contact avec des gens potentiellement à risque infectieux. Donc, notre médecin ici est absolument pareil. Donc moi, là, j'étais dans le bureau infirmier, j'étais pas en contact, donc j'étais juste avec une blouse simple. Mais disons que l'équipement de base, ça reste effectivement cette blouse complète avec un masque, soit un masque chirurgical, soit un masque FFP2. Et après, on a aussi effectivement une réserve de matériel. Hop. Avec de quoi faire des pansements, de quoi se préparer, de quoi faire des glycémies. On a du matériel d'urgence aussi avec des traitements dans l'autre cabine. Donc évidemment de l'oxygène, étant donné que si une personne décompense au niveau du Covid, c'est souvent la détresse respiratoire qui pose problème. Donc on a de l'oxygène pour potentiellement en insuffler aux personnes. Et après voilà. Donc voilà typiquement un tube de prélèvement. Donc en fait c'est un tube de prélèvement avec comme un grand coton-tige nasopharyngé dans lequel en fait on va essayer de chercher du matériel biologique dans les narines des patients qu'après on va remettre dans un tube contenant un réactif. Et ça, il y a vraiment des précautions d'hygiène qui sont assez importantes parce que rien que pendant le prélèvement, souvent les personnes éternuent, donc là il y a un risque infectieux très important pour nous. Et après même quand on prend le récipient, on doit faire attention à le mettre dans 3 pochettes différentes pour éviter le risque infectieux du laborantin qui l'examinera ensuite. Une chambre de confinement, en fait, où les personnes peuvent être confinées, doit avoir ses sanitaires propres. Donc on est dans un océan d'hôpital gériatrique, donc récupérer ce lieu était extrêmement facile pour nous en termes d'installation. Et donc voilà, c'est des douches d'hôpitaux qui sont totalement adaptées au confinement. On a la possibilité, comme on a la place, de pouvoir mettre des membres de la famille dans d'autres chambres à côté, pour limiter ce fameux risque de clusters intrafamiliaux. Et puis, on a l'accès à l'eau, à l'hygiène classique, douche, toilette. Si jamais vous avez des crayons, des choses, des activités pour les enfants facilement nettoyables, écoutez, n'hésitez pas, on en a besoin. Et par ces temps, en fait, c'est juste un petit plaisir qu'on offre aux enfants dont on s'occupe. Comment on les envoie? Donc, l'association Aurore l'association Aurore, 34 boulevard Sébastopol. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite sur le terrain pour un nouveau reportage. Nous partirons à la rencontre d'une autre association, les Restos du Cœur, que nous suivrons en maraude en banlieue parisienne. A très vite sur Figaro Live.